les infirmiers auxiliaires deuxième année. Je vais essayer de faire devant vous et à travers cette vidéo sur l'hygiène hospitalière. Et vous allez suivre avec moi ce parle de matière qu'on a débuté et ce qu'il faut savoir sur l'hygiène hospitalière, ce sont les chapitres suivants. Un chapitre sur la transmission des infections. Ici, on va aborder l'agent infectieux qui peut être la cause de l'infection. Revoir ou voir son réservoir. La porte de sortie de ces agents infectieux. La voie de transmission, c'est-à-dire la voie de pénétration chez un hôte définitif. La transmission, ça se fait soit par contact, soit par sanguine, ou par fécal oral, ou par gouttelette. Par contre, la transmission aérienne, ça se fait par la porte d'entrée ou l'hôte réceptif. Ici, deux paramètres qui entrent en jeu, c'est l'état sérologique de la personne, du malade, et son état immunitaire de défense vis-à-vis des micro-organismes qui entrent dans l'organe. Pour le deuxième chapitre, on va essayer de voir un certain nombre de connaissances sur le risque et les mesures de prévention. Risque et comment il faut les prévenir. Il faut évaluer ces risques, il faut le connaître, où ils se trouvent, l'origine, comment, la hiérarchie des mesures de prévention, quelles mesures qu'on va prendre par ordre de mérite, les mesures d'organisation des lieux physiques et d'ingénierie, c'est-à-dire c'est ça, les établissements, les locaux, leur répartition, leur distribution, leur rôle à jouer, les mesures de contrôle à la source. Donc, ça, c'est un contrôle par les laboratoires et les équipements sécuritaires, les dotations des équipements qui couvrent les malades. Les mesures administratives et organisationnelles, l'hébergement des bénéficiaires, l'entretien de la lingerie et de la literie, la préparation des aliments et la vaisselle, l'hygiène du milieu et la décontamination, la gestion des déchets, le programme de vaccination des travailleurs et le programme de protection respiratoire. Donc, tout ça, ce sont des mesures de prévention, des mesures préventives. Pour le troisième chapitre, ce sont les mesures de protection du travailleur, du personnel. Il faut voir les principes de départ, les règles d'hygiène qu'il concrétise et qu'il connaît et comment sont maîtrisées, et la vaccination, est-ce qu'il est vacciné, les pratiques de base, c'est l'hygiène au quotidien, l'évaluation du risque, il faut évaluer les risques et faire une distinction du malade, les risques qui sont exposés devant ces malades-là, l'hygiène des mains qui doit être une coutume apparente et bien respectée, ce sont les gants, la blouse, la tenue, le masque de protection oculaire, les précautions additionnelles, la transmission par contact, la transmission par gouttelette et la transmission aérienne. Donc ça, il faut maîtriser les connaissances et les mesures de protection lors des malades qui ont présenté ces cas. Les mesures organisationnelles et de précaution additionnelles, la multiplication et résistance des antibiotiques et la formation des personnels, que ces personnels sont bien formés, sont informés et formés. Quatrième exposé, ce sont les mesures de contrôle de l'exposition des travailleurs. Il faut contrôler et surveiller ces personnels-là
c'est l'état de situation de départ, avoir des protocoles post-exposition au sang, les gens qui sont exposés au sang, qui présentent des risques, il faut bien déterminer le protocole et la conduite à tenir devant ces cas-là. Les autres protocoles post-opposition, il y a d'autres protocoles devant malades, devant d'autres cas de risque. La gestion des éclosions, donc il faut gérer s'il y a une apparition des éclosions au niveau de ces établissements-là. Et la gestion des travailleurs exposés, porteurs ou malades. On finira par une certaine conclusion qui contient un certain nombre d'annexes qui vous montrent comment pratiquer, comment prendre les mesures et sensibiliser. L'annexe 1, ça porte sur le système immunitaire qui explique comment avoir l'immunité immunitaire, comment le développer. Deuxième annexe montre le rôle et la responsabilité en santé et en sécurité du travail, le rôle de chaque personne, du grand responsable jusqu'aux exécutants, les exécutants. Annexe 3 sur le nettoyage, désinfection et stérilisation, ce sont des fiches techniques et référentielles. Gestion des déchets biomédicaux, technique d'hygiène des mains, eau et savon, technique d'hygiène des mains, solution hydroalcoolique, l'étape pour mettre les établissements propres et l'étape pour retirer les équipements impropres, étape clé pour utiliser l'appareil de protection respiratoire. Donc ce sont des lexiques, ou ce sont des étapes, ou ce sont des annexes qui nous montrent. Pour l'introduction de cette matière-là, de l'hygiène hospitalière, donc le risque de transmission d'infection est très présent dans les établissements de santé. Donc le risque, ça existe et c'est résident et ça se fait au niveau des établissements de santé et il y a l'apparition de l'infection. Donc, la présence de bénéficiaires atteints d'infection, toute personne qui sera présente, ils courent un risque ou qui, à cause de leur état, ne peuvent pas respecter des normes d'hygiène appropriées, peut exposer d'autres personnes. Même si le risque provient la plupart du temps des bénéficiaires occasionnels, il peut provenir d'un visiteur ou d'un travailleur. Donc, le risque, il provient soit de... À ce moment-là, c'est la prévention qui entre en jeu. Donc, ce travail-là va nous guider vers la concrétisation des connaissances. Et lors des stages, vous allez essayer de pratiquer en suivant des fiches techniques. Pour la compétence générale qu'il faut atteindre, vous les stagiaires, donc on va essayer de faire prendre conscience à vous de sa responsabilité dans le maintien de la santé. On va essayer de vous orienter, encadrer, parler, exécuter devant vous comment maîtriser ces connaissances-là et comment se sentir et faire sentir que vous êtes responsable de la santé des personnes ou des malades. On va essayer de faire apprendre à vous à préserver et de maintenir cette santé-là, de la garder, de l'améliorer et de la maintenir dans le temps et dans l'espace. Ainsi, de se protéger vous-même et de protéger les patients lors des stages de la profession. Ainsi, on va vous orienter de prendre conscience de l'entourage du malade. C'est pour cela qu'on va voir un certain nombre d'objectifs à atteindre que l'étudiant sera capable
par la suite, par ce cours-là, par d'autres cours, par les stages, etc., vous serez capable de définir et d'expliquer ce qui est l'hygiène hospitalière. Ça veut dire d'avoir une vue, des connaissances techniques, pratiques sur cette unité-là qui est l'hygiène hospitalière. Vous essayez de définir les différents types d'infections. Vous essayez de caractériser les différents types d'infections. Expliquer l'importance de l'hygiène hospitalière et son impact économique. D'appliquer les mesures générales à prendre pour limiter ces risques d'infection hospitalière. De citer, de comprendre les différents risques inhérents à notre profession. Il y a des conséquences qui inhèrent à notre profession, c'est-à-dire des troubles locomoteurs ou bien des troubles psychologiques ou des troubles circulatoires. Dénoncer les mesures permettant d'éviter ces risques, de connaître les différents types de déchets hospitaliers qui sont éliminés, les risques inhérents à ceux de comprendre de façon comment stocker ces déchets, comment les débarrasser, s'éliminer et d'éliminer sans risque. Donc, pour atteindre ces objectifs-là, donc, l'élève est censé devoir un certain nombre de définitions et qui sont déjà abordées soit dans cette unité-là, soit dans d'autres unités comme l'hygiène individuelle, comme le cours de Mme Lansri sur l'hygiène et le confort du malade. Donc on va citer, sans développer les définitions, il faut le référer pour ne pas perdre du temps, sur la santé, comment elle a été définie par l'OMS, sur l'hygiène hospitalière, sur l'infection, les différentes infections, les origines, la cause, les conséquences, l'hygiène hospitalière, l'infection, la fréquence. Donc tout ça, c'est simple. Donc vous essayez, voilà un schéma devant vous qui vous caractérise une infection nosocomiale. Elle a essayé de perdre ses pieds parce qu'elle est atteinte par une infection nosocomiale qu'elle a attrapée au niveau d'un hôpital. Donc à ce moment-là, pour savoir, il faut revenir au cours de la microbiologie pour savoir les différents microbes qui existent, comment ils se multiplient, comment ils créent une infection et leurs conséquences. Et à ce moment-là, donc on fait appel à un certain nombre de connaissances sur les facteurs. Donc pour la prévention et le traitement de ces infections nosocomiales, comment on peut les traiter et comment la prévenir. Pour prévenir, il faut faire un dépistage, c'est-à-dire détecter où se trouve l'infection, l'origine, il faut dépister. Les précautions qu'il faut prendre, les isolements qu'il faut connaître et savoir la chaîne infectante qui est basée sur 6 éléments. Premier élément, c'est l'agent pathogène ou infectieux, c'est lui qui cause la maladie. Où se trouve cet agent? C'est le réservoir, la porte de sortie du réservoir, le mode de transmission du réservoir à l'autre, l'hôte réceptif et la porte d'entrée chez cet hôte réceptif. Donc, cette chaîne-là, c'est la base de tout, de notre travail. À ce moment-là, donc, pour la deuxième partie, qu'on va aborder cette chaîne de transmission, qui nous donne une idée, le départ de l'agent infectieux, et il nous montre où on va agir au niveau de cette chaîne-là pour faire l'élimination ou pour faire le traitement, etc. Donc, chaque partie s'est bien développée depuis l'agent pathogène, la sortie, la transmission, le réservoir. Donc,
c'est un processus qu'il faut le connaître, etc., pour arriver aux mesures de prévention et d'organisation pour diminuer ou pour protéger les malades et protéger les personnes, etc. Donc, les mesures qu'il faut prendre au niveau de l'établissement sont des mesures de protéger vous-même. L'infirmier doit protéger le travailleur lui-même. Donc il faut connaître certaines pratiques de base sur les liquides et sur les biologiques, les liquides biologiques de toute la personne, et sur les précautions additionnelles qu'il faut éviter ces risques-là. Les principes règles sont les suivantes. Dans le chapitre 3.1, les principes de départ. Donc, ces principes de départ comprennent les règles d'hygiène et la vaccination, mesures préventives. La vaccination entre dans cette catégorie puisque le travailleur vacciné et protégé contre une maladie n'aura pas besoin de mesures de protection pour cette maladie. Donc, on essaie d'appliquer les règles d'hygiène. Donc, plusieurs règles d'hygiène sont enseignées dans cette petite enfance. Donc, il faut éduquer les gens sur l'hygiène des mains, sur l'hygiène respiratoire, la vaccination et comment l'appliquer lors du travail en exécutant notre soin. Donc, avant de toucher un bénéficiaire ou un environnement, ou avant une intervention aseptique. Donc ça, il faut protéger le bénéficiaire. Lorsqu'il y a risque d'avoir touché des liquides ou biologiques ou des objets contaminés par ceux, et après le retrait des gants. Ici, on va protéger le travailleur et éviter de contaminer l'environnement. Après tout contact ou un bénéficiaire à son environnement. Comment faire l'hygiène des mains? Donc, c'est très simple, c'est le lavage avec un antiseptique, avec un savon, etc. Et prendre une solution hydroalcoolique pour désinfecter les mains, une solution hydroalcoolique. Donc, la technique, vous le verrez avec Mme Lansley. Donc, la personne protège son corps et le malade par l'hygiène des mains. Deuxième, ce sont des gants. Il faut choisir et avoir des gants à chaque intervention. Prendre une tenue correcte. La blouse, une tenue réglementaire, propre. Éviter tous les additifs chez vous, le personnel. Donc, le personnel doit se méfier des transmissions par gouttelettes. Donc, il faut ici se baser sur les précautions standards plus les précautions complémentaires. Ce qu'on cite sur les précautions standards, ce sont l'hygiène des mains, l'évacuation des déchets, traitement du linge, la restauration. Pour les précautions complémentaires, ce sont des précautions plus lors du contact des personnes qui ont un problème de gouttelettes ou de contact ou aérien. Et à ce moment-là, la fiche vous montre, voilà,
une synthèse des précautions additionnelles, complémentaires, selon les voies de transmission. Donc nous avons la voie de transmission, soit par contact, par gouttelette ou par aérienne. Donc il y a chaque niveau, il y a les précautions additionnelles. هادو زائد على اللي هما ستاندار اللي هضرنا عليهم قبل. Donc par exemple ناخذوا les contacts مع اما sanguine ولا fécal. هنا les activités ou la conduite à tenir qu'il faut porter encore, porter des gants et une blouse dès l'entrée dans la chambre. Un savon antiseptique peut être prescrit. Donc, aucune, la pratique de base suffit. Porter des gants et une blouse dès l'entrée dans la chambre où un savon antiseptique peut être prescrit pour fécal. Donc, sanguin et fécal. Pour les gouttelettes, les gens qui ont un problème de gouttelettes, par exemple la tuberculose, ou un tuberculeux, résistant aux antibiotiques ou là, comme ça. Donc, les mesures complémentaires ou additionnelles, porter un masque ici, à proximité du bénéficiaire, porter un appareil de protection respiratoire et une protection oculaire lors de procédures générales des aérosols. Là, un traitement par les aérosols. Peuvent être aussi prescrits une protection oculaire, un savon antiseptique, des gants et une blouse dès l'entrée dans la chambre. Par contre, les gens qui ont un problème aérien, ici, complémentaire, c'est de porter un avant ou après l'entrée dans la chambre. Donc, il faut prendre les précautions complémentaires. Donc, vous trouvez dans un tableau application des mesures selon le palier de prévention. Donc, quelle activité, les moyens qu'il faut prévoir. Donc, c'est un guide qui est bien détaillé. Il faut prendre le temps pour le revoir. Donc, ça prend aussi les protocoles. Ici, le protocole d'exposition au sang. Si une personne est exposée au sang, donc il faut déclarer, il faut prendre un certain nombre de mesures. Type d'exposition, le premier soin qu'il faut faire, une personne, soit aux muqueuses, le nez, la bouche, type d'exposition, les taradis, il faut rincer abondamment par de l'eau, sur le champ. Les précautions percutanées, piqûres, aiguilles, blessures avant un instrument visiblement teinté de sang, casque, une piqûre, etc. Laver la main avec de l'eau et du savon et rincer abondamment. Il n'est pas nécessaire de faire soigner la plaie. Cette action n'a pas de bénéfice démontré. Il n'est plus recommandé. La peau non saignée, une plaie fraîche d'hermite, une allergie par exemple, l'exposition de la vie, laver la zone exposée avec de l'eau et du savon. Et il faut déclarer le مسؤولين ديالك بالتوقيت la personne, décrire l'acte, décrire la situation, évaluer l'exposé chez un médecin qui est responsable au niveau de l'établissement et les interventions que vous avez faites pour que vous puissiez être suivi par la suite, est-ce qu'il y a des complications par la suite. Donc, on parle aussi du chapitre 5, ça c'est un chapitre qui parle de l'isolement septique du patient.
Donc, il faut se référer aux recommandations en matière d'isolement infectieux. Et ça se trouve bien développé. Donc, certains principes dans ce chapitre-là, la notion d'isolement, c'est d'éloignement des malades contagieux, n'est certes pas récente. ماشي يعني عاد جديدة قديم من بكري من عهد الأوبئة. Donc, en effet, déjà dans Lévitique, livre d'Ancien Testament, il peut être en pratique considéré comme un des premiers traités d'hygiène des mesures d'hygiène préventive se trouvent décrites et en outre l'isolement des contagieux et la désinfection de leurs effets, ceci parmi de nombreuses règles d'hygiène de vie considérées alors comme règles religieuses. يعني من départ من زمان قديم ويا كان. Dans les Grecs, l'Antiquité est considérée, dans les épidémies, c'est déjà l'historique de cette. كاين هاد le chercheur, c'est Frascator, يعني en 1541, dans lequel il traite le mécanisme de la contagion et il décrit les 3 méthodes lesquelles une épidémie peut se propager. الأول أعطانا هاد la description لأنه كانوا des épidémies etc. La contamination par contact direct, donc la personne a contacté la source ou la personne malade. Contamination par des objets contaminés, يعني كاينين des objets آليات نخدموا بهم ولكن ils sont déjà هما متلوثين وكونتامين. وكاين la contamination à distance par l'atmosphère, à distance بعيد ولكن رغم توصل عندك le polluant, la pollution. C'est quoi isoler? Alors, je veux voir ici un certain nombre de poser de questions. Donc, pourquoi isoler? Toute personne infectée ou atteinte d'une maladie contagieuse ou colonisée, en particulier par des germes de multiples résistances, est à la fois un réservoir de germes et de dissémination, donc c'est une source possible d'épidémie. لأنه علاش تنيزوليو لأنه هذيك la personne elle est source de l'épidémie. Donc quel but? C'est de supprimer tout contact entre l'individu malade, réservoir germe indicible, transmissible et autres individus malades. Donc le malade là naturel. La technique d'isolement se situe dans le cadre des mesures préventives en hygiène hospitalière. Donc هذاك العزل راه داخل في الإطار ديال احتياطات des mesures préventives en hygiène hospitalière. Ou doit-on isoler فين تيكون هذا العزل هذا؟ Deux modalités sont possibles. Première modalité, l'isolement se réalise dans une chambre individuelle de l'unité de soins, donc مؤسسات qui héberge le patient ou dans sa propre chambre ou là في دارو مازول دير العزل بوحدو يعني pour éviter l'infection et pour éviter tout contract et conséquences ديالها. Seconde modalité, c'est l'institution dispose d'une unité de soins spécialement conçue pour héberger des patients infectés, chaque chambre de cette unité individuelle. ولا الموداليتي الثاني بأنه الدولة هي مهيئة واحد المؤسسة بنايات فيها دي شامبر انديفيديوال وتياخدوا فيهم ناس l'exposition ديالهم. Troisièmement, quels sont les principes généraux qui président l'organisation d'un isolement? L'oula, c'est de maintenir le malade dans son écologie, هذاك المريض يبقى في البيئة ديالو en individualisant le local محل ديالو et le matériel ديالو بوحدو. Prendre des mesures de sécurité en plaçant des barrières spécifiques entre le patient et l'environnement et l'autre personne, en mettant des vêtements de protection. Personne خاصو يكون عنده des vêtements de protection. حتى le malade يكون لابس d'autres vêtements. En prenant des mesures de sécurité pour la manipulation, le transport et le traitement de tout objet ou déchet qui sortent de la chambre,
كل حاجه تخرج من عنده خصنا ناخذوا الاحتياط ديالها باش تعالج وتمشي في وقتها. En disposant des mesures efficaces pour éviter la transmission aéroportée يعني خصنا نحاولوا باش ما نكونوش سبب في واحد لا ترانسميسيون aéroportée هوائيه، حنا اللي جايبينها وتنتشروا بها في الهواء. Mettre fin à toutes ces mesures et donc l'isolement, c'est-à-dire en tenant compte du risque reconnu au moment de la suppression de l'isolement. خصنا ناخذوا جميع الاحتياطات ديالنا في الوقت اللي تنتهي l'isolement. Donc en pratique, le linge peut être évacué selon une technique du double sac. يعني يفو دائما لا توني لو لانج اللي تيجي من عند المريض خاص احترام الشروط ديالو ديال ليجين. لا فيسيل بو être évacuée selon la technique aussi ديال لي sacs, où il sera bien traité à part, où il ne sera pas mélangé avec les autres vaisselles des autres malades ou des autres personnes. Le matériel de soins aussi doit être individualisé. Donc tout doit être individualisé et évacué à part avec des mesures très strictes. C'est bien détaillé dans les chapitres. La quatrième question, c'est-à-dire tous les isolements sont-ils comparables à ceux qui précèdent? Il faut dire plus haut, adapter le type d'isolement à la voie de transmission aux propriétés. Donc l'isolement تيمشي مناسب le type de germe d'exposition, soit gouttelette, soit contact, soit aérien. Comment connaître les précautions à prendre dans chacun de ces types d'isolement? Chaque service hospitalier devrait disposer d'un manuel interne. Donc, كل مؤسسة عندها un manuel, c'est-à-dire des écrits bien développés qui montrent au personnel comment agir, etc. Comment réunir rapidement le matériel nécessaire. Donc, dès le début, les formations sanitaires sont habilitées à réserver ces types de matériel et ces types de mesures de protection des malades. Donc, on parle aussi d'isolement protecteur. Ça, c'est l'isolement septique. Maintenant, quelques mots sur l'isolement protecteur. L'isolement protecteur, alors que l'isolement septique vise à protéger l'ensemble des malades et du personnel de l'hôpital contre la contamination par un malade atteint d'une infection très transmissible. Par contre, l'isolement septique protecteur a pour but de protéger un malade hautement sensible, ça veut dire immunodéprimé, contre la contamination hospitalière. يعني تنبروتيجيو المريض لانه هو المريض يعني باش ما نعقبوش نزيدو حنا نلوثو حنا نعقبو المريض. في سيبتيك تنخافوا من المريض العادي لو ريست. هنا المريض عنده دوتر بروبليم ديال ليمونيتي، امراض اخرى تري فراجيل تنخافوا منه حنا، لا حنا اللي نلوثو. En termes anglo-saxons, on parle de protection, isolation, réversible isolation. Malades visés, ce sont ce qu'on a les malades, les malades qui ont un problème d'immunodéprimé, 6 mois, de 1000 gigabits par mètre cube, au mieux moins de 500 neutrophiles. Ce sont des malades quelquefois sans peau, eczéma, brûlure, les brûlés, etc. sont déjà exposés. Il s'agit d'une technique d'exception, soit dans une chambre individuelle, soit dans une unité aseptique. Donc, les cas, c'est très, très fragile. Ils n'ont pas de moyens de protection بحال الناس اللي هما هادو بريولي، حتى من الجلد ديالو اللي دافع عليه ما كاين شيء اكسيتيرا. الاخرين ce sont les immunodéprimés et donc c'est un problème
C'est ça, protecteur. On veut protéger le malade. تنديروا l'isolement pour protéger le malade. Sceptique, تنديروا l'isolement باش نحمي من المرض لأنه la source c'est هذاك le malade. Donc, à titre d'exemple, j'ai essayé de vous donner un isolement protecteur au niveau des urgences, parce que au niveau des urgences, les cas, comment prendre les attitudes. Vous avez une fiche technique sur les précautions standards, les précautions complémentaires, et voilà une fiche d'orientation le malade. Par exemple, le patient, il arrive à l'accueil au niveau, il présente un risque. S'il présente un risque, donc il est orienté et installé dans sa box ISO, sinon dans une salle d'attente. Donc, les déjà présentent le risque, etc. Une unité mobile d'isolement pour continuer et prendre les mesures nécessaires. Donc, vous voyez le document, il rassemble beaucoup de connaissances. Donc, ça, dans ce tableau-là, donc, les personnes qui ont un problème d'air, gouttelettes, contact, vous allez trouver qu'est-ce qu'il faut prendre. La chambre individuelle, port obligatoire d'un appareil de protection respiratoire avant l'entrée dans la chambre, limitation des déplacements du patient et port d'un masque chirurgical lorsqu'il quitte la chambre. Un masque chirurgical. Par contre, celle de goutte, c'est la chambre individuelle. Le port d'un masque chirurgical pour le personnel intervenant autour du lit du malade, il va être un masque chirurgical. Limitation du déplacement et port masque chirurgical par le patient lorsqu'il quitte la chambre, des investigations, des examens, etc. Pour ce contact, donc la chambre est individuelle, le port de blouse et le port de gants est obligatoire, l'hygiène des mains et une solution hydroalcoolique. Donc c'est un document qui est bien développé, les fiches techniques, etc. Donc pour la troisième partie, donc, il traite les annexes. Un annexe sur le système immunitaire, comme je l'ai dit, un annexe sur la responsabilité ou le rôle le personnel qui exerce dans l'établissement. L'autre annexe, c'est une fiche qui montre comment ça se fait le nettoyage, la désinfection, la stérilisation du matériel utilisé, et ainsi de suite. Une fiche technique sur la gestion des déchets biomédicaux. Annexe aussi 5 sur la technique de lavage des mains, comment faire le lavage des mains, comment la technique à brosser, comment... Et 6, c'est la technique d'hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique. كيفاش نتعاملوا وكيفاش نعملوا هذيك la solution hydroalcoolique. Donc une fiche technique sur l'emplacement des masques, sur la tenue, comment s'habiller, comment porter les masques, quel genre de masque qu'il faut utiliser. Donc c'est bien détaillé. Une fiche technique sur l'utilisation de l'appareil de protection respiratoire, donc comment on installe l'appareil respiratoire chez nous pour faire un traitement ou là pour le malade. L'annexe 10, c'est un annexe qui c'est une réglementation vis-à-vis des visiteurs. Donc, comment se comporter avec les visiteurs lorsqu'ils viennent chez nous, etc. Donc, la compétence générale à atteindre, donc vers la fin, on est presque à finir le document, c'est faire prendre conscience à l'étudiant de sa responsabilité dans le maintien de la salle
apprendre à l'étudiant à préserver et de maintenir sa santé, lui permettre de se protéger et protéger contre les risques, lui permettre de se protéger et protéger les patients, etc. Donc, ça, c'est une compétence qu'il faut atteindre vers la fin de ce document. Donc, à ce moment-là, l'élève doit être capable de connaître un certain nombre de connaissances. Ces connaissances seront traduites en pratique et éviter tout risque d'exposition, etc. Le dernier lexique qui se trouve, c'est un lexique sur les vocabulaires, que vous avez trouvé ici sur une définition de l'aérosolisation, les aérosols, les anticorps, les antigènes, antiseptiques, champignons, contagieux, contamination, décontamination, épidémiologie, état de la sérologie, l'exposition, l'immunité, l'incidence, l'incubation, l'infection, maladie professionnelle. Donc, la terminologie scientifique qui a une relation avec ce document, c'est l'hygiène hospitalière. Donc, ainsi prend fin notre cours et merci.